Bien, nous allons commencer. J'ai le plaisir de vous accueillir, mesdames, messieurs, chers collègues, chers parents, au webinaire d'inauguration de la plateforme de coordination et d'orientation dans le parcours de diagnostic et d'intervention précoce pour les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement. Cette plateforme étant dédiée aux enfants domiciliés sur le territoire de l'Hérault. Comme vous le savez, ce dispositif est porté par le CHU de Montpellier et il s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale pour l'autisme au sein des TND. Le repérage des troubles du neurodéveloppement est en effet, comme cela va vous être rappelé tout à l'heure, une priorité d'action pour les pouvoirs publics, car nous savons que des interventions adaptées, précoces, favorisent la trajectoire de développement des enfants. Pour ouvrir ce webinaire, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Madame Fanny Dombrecos, qui est la première adjointe au maire de Montpellier et qui a accepté d'intervenir sur cette thématique de la PCO, dont je rappelle qu'elle est ouverte depuis le 1er septembre 2021. Madame la première adjointe au maire de Montpellier, je vous remercie et je vous passe la parole. Je demande aux autres intervenants de couper leur micro. Merci. Merci à vous. Je veux saluer toutes les personnalités qui sont présentes en vos grades et qualités. Comme je ne voudrais pas faire d'erreur, je vais m'en tenir à ce propos liminaire. Vous saluer et vous remercier surtout de nous avoir conviés à ce webinaire, parce que pour nous, la santé est un enjeu majeur pour nos citoyens. Et c'est la raison pour laquelle le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, a souhaité, dès son arrivée, il y a un peu plus d'1 an maintenant, s'engager fortement sur cette question. Et notamment par le biais de ce contrat local de santé qui est en cours de diagnostic pour justement améliorer ce qui apparaît comme nécessaire pour réduire les inégalités territoriales et les inégalités d'accès aux soins, améliorer les questions d'accès aux soins. Alors évidemment, particulièrement pour les enfants, et donc la plateforme vient juste répondre à des besoins bien identifiés, dont je peux témoigner de l'importance, puisque je suis en responsabilité de la réussite éducative, et donc forcément, je constate et je peux témoigner de difficultés de plus en plus nombreuses rencontrées par des familles, rencontrées par des enfants dans leur parcours scolaire. Je peux témoigner également que ce début d'année scolaire post-Covid vient démontrer malheureusement la nécessité de renforcer cet accès aux soins, parce qu'on a dans les écoles de Montpellier, depuis cette rentrée 2021, une explosion des situations un peu compliquées avec des enfants qui présentent des troubles particuliers. Et on le sait, pour la plupart des familles, c'est un véritable parcours du combattant pour essayer de trouver des solutions, déjà pour accepter peut-être que son enfant a des besoins spécifiques, et ensuite pour accéder à un parcours de soins qui permette à l'enfant tout simplement d'évoluer dans sa vie et d'accéder au savoir et aux apprentissages comme tous les enfants. Et donc, forcément, mettre en place une plateforme de coordination et d'orientation nous paraît être évidemment une solution particulièrement pertinente en lien avec la médecine de ville pour non seulement favoriser l'accès aux soins, mais surtout permettre ce parcours coordonné, le plus possible coordonné avec l'ensemble des acteurs qui vont pouvoir accompagner ces enfants à besoins spécifiques dans leur parcours de vie. Donc, je ne peux que saluer cette initiative, dire que la ville de Montpellier sera à vos côtés pour vous accompagner dans cette dynamique. Espère même peut-être qu'on pourra déployer d'autres dispositifs, ou en tout cas réfléchir à aller plus loin encore, puisque nous en parlions il y a peu avec le professeur Bagdali. Il y a des pistes encore pour répondre le plus possible à ces besoins. On sait que aujourd'hui, l'inclusion scolaire est devenue une obligation légale d'abord, mais surtout morale ensuite, et qu'arrivent dans nos écoles de plus en plus d'enfants qui ont des besoins tout à fait spécifiques, et qu'il est de notre responsabilité d'accueillir ces enfants, de les accueillir au mieux pour leur permettre un parcours scolaire réussi.
Et donc, on aura certainement dans le futur d'autres occasions, je l'espère, d'améliorer les réponses que nous pouvons apporter à ces familles qui ont des besoins particuliers. Et je crois vraiment très important, et j'insisterai là-dessus pour terminer, à la nécessité d'avoir ces diagnostics le plus précoces possible pour pouvoir avoir une réponse pertinente et coordonnée pour que ce parcours de soins se fasse au mieux. En tout cas, merci pour cette invitation. Bravo à tous les protagonistes qui ont permis la naissance de cette plateforme et je suis sûre qu'elle va répondre à beaucoup de besoins et va certainement surtout rassurer les familles qui sont souvent confrontées à une véritable difficulté de compréhension, d'acceptation et ensuite de parcours. Madame la première adjointe au maire, je vous remercie beaucoup de ce soutien et aussi des perspectives que vous énoncez. Et ce sera vraiment avec plaisir que nous réfléchirons avec la ville de Montpellier aux possibilités de collaboration, comme nous en avons parlé, autour de la prise en charge des problématiques de santé mentale, notamment chez les plus jeunes. J'ai le grand plaisir de passer la parole à Monsieur le directeur général du CHU de Montpellier, Monsieur Thomas Leludec, dont je tiens à dire qu'il a toujours porté un vif intérêt à la question de la prise en charge précoce des enfants en situation de handicap et notamment ceux qui sont concernés par les troubles du neurodéveloppement. Monsieur le directeur général, je vous passe la parole et je coupe mon micro. Merci, Madame le professeur. Merci, Fanny Dombreau-Coste, première adjointe au maire de Montpellier, d'être présente. Et je remercie également l'ensemble des personnes, et vous êtes nombreux, hein, donc près de 90 à ce web séminaire, donc qui marque l'inauguration virtuelle en ce qui concerne le web séminaire, mais très réelle dans le fonctionnement de notre plateforme de coordination et d'orientation pour les troubles du neurodéveloppement de l'Hérault. Nous avons vraiment beaucoup de chance dans l'Hérault, d'abord parce qu'on a une équipe de plateforme sur les troubles du neurodéveloppement qui est dynamique et constituée. Donc, je les remercie particulièrement pour l'ouverture de cette plateforme destinée aux enfants de 0 à 6 ans et qui est effective depuis le 1er septembre, donc en pleine crise sanitaire, hein, rappelons-nous, le 1er septembre, c'était une 4e vague, c'était l'enjeu de la vaccination et toutes les équipes ont été présentes à vos côtés et vous avez été présents pour réussir cette ouverture dans ce contexte forcément compliqué, aussi bien pour nos professionnels que pour les familles. Je voudrais remercier tout particulièrement et chaleureusement le professeur Amaria Bagdadli pour son implication. Ça fait partie aussi, je dirais, de la chance de Montpellier et de l'Hérault que d'avoir une personne qui porte aussi fortement cette thématique des troubles de neurodéveloppement et de l'autisme qui, depuis maintenant de nombreuses années, est présente auprès des pouvoirs publics, que ce soit la Haute Autorité de Santé en ce qui concerne les recommandations, que ce soit la mission nationale sur l'autisme qui est pilotée par Claire Compagnon, qui anime aussi le Centre de ressources autisme depuis 2000, le Centre d'excellence sur l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, le CEANT, qui a été inauguré en 2020. Et je crois que ça, c'est une spécificité nationale parce que nous ne sommes pas les héritiers d'un conflit historique qui a beaucoup marqué la prise en charge des troubles du neurodéveloppement. Nous sommes plutôt les promoteurs d'une vision large, d'une vision intégrative, inclusive. Et ça, c'est la marque de Montpellier, et je pense dans la belle tradition médicale de Montpellier dans toutes les spécialités. Et je sais que il y a une attente, il y a des besoins énormes qui seront sans doute toujours difficiles à satisfaire, mais en tout cas, nous employons à améliorer chaque jour ces prises en charge, puisque pour le seul département de l'Hérault, notre périmètre peut concerner presque 2000 enfants, ce qui est considérable, qui joue sur évidemment la vie quotidienne de l'enfant, la vie quotidienne des familles, la vie quotidienne des enseignants. Et je crois qu'il y a vraiment à faire partager un savoir et un regard différent sur la prise en charge du développement de l'enfant, parce qu'il y a encore des schémas historiques, anciens, des connaissances qui n'ont peut-être pas été diffusées dans tous les secteurs de la société.
Et je pense que les interventions précoces que vous allez faire vont certainement contribuer là aussi à changer le regard sur les handicaps et prévenir les surhandicaps. Donc, cette plateforme répond à un réel besoin des professionnels de santé pour le recours, pour les familles. Et je pense que c'est important parce que c'est un parcours extrêmement long, nécessairement pluriprofessionnel, pluridisciplinaire et spécialisé. Et je pense que c'est aussi un facteur clé de succès pour l'alliance diagnostique et thérapeutique, parce que sans les familles, sans les enfants, il n'y a pas de prise en charge non plus. Donc cette vision très inclusive, vous la portez, et vraiment, je trouve merveilleux que vous puissiez consacrer ce temps-là au travers de ce web séminaire, en espérant évidemment que les mois prochains nous permettent de retrouver une vie plus conviviale et ne nous fasse pas oublier la nécessité d'interactions très directes, très humaines, sans lesquelles il n'y a pas de développement, y compris de neurodéveloppement. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Merci beaucoup de ce soutien et encore une fois de l'intérêt que vous portez depuis des années au travail que nous faisons et puis à la situation des familles concernées par les troubles du neurodéveloppement. Alors, je dois excuser l'absence de la délégation territoriale 34 de l'Agence régionale de santé. Il m'avait été annoncé hier que quelqu'un serait présent, mais aujourd'hui, il y a un événement très important, notamment autour des PCO et du parcours des enfants, du parcours diagnostique des enfants avec des troubles du développement. Et j'ai appris que l'ensemble des équipes de l'ARS sont mobilisées dans le cadre d'une réunion qui se tient en la présence de Madame Claire Compagnon, que vous avez citée, Monsieur le Directeur Général, qui est la déléguée interministérielle sur cette stratégie 4 sur l'autisme au sein des TND. Sans attendre, je vais donc passer la parole à mes collaboratrices, Céline Alcaraz, Florine de la Piazza, qui sont psychologues du développement, qui ont une expérience clinique de plusieurs années dans le domaine des soins, mais aussi dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, et qui ont accepté la mission, le challenge, je dirais, d'être coordinatrice de cette plateforme dans ce moment très sensible de sa mise en place. Elles vont nous présenter la PCO. Donc, je leur passe la parole. Je coupe mon micro. Je tiens aussi à rappeler que des questions pourront être posées, bien entendu, mais sur le mode conversation. Et c'est moi qui listerai les questions et qui les adresserai à ceux ou celles à qui elles sont posées. Merci beaucoup. Merci Céline et Florine. On vous écoute. Merci à Maria. Tu as coupé ton micro, Florine. Merci, donc merci à Maria. Donc, pour rappel, les PCO, elles sont issues de la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, avec pour objectif d'intervenir de façon précoce. Donc, les troubles du neurodéveloppement, ça concerne à la fois les troubles moteurs, les troubles de la communication, les troubles spécifiques des apprentissages, le trouble du spectre de l'autisme, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et les troubles du développement intellectuel. Donc, ça représente 10% des enfants avec 3% des formes sévères. Et pour notre département de l'Hérault, ça représente environ 7500 enfants qui peuvent être à risque de troubles du neurodéveloppement. Donc, les objectifs des PCO au niveau national, c'est donc pouvoir intervenir rapidement sans attendre qu'un diagnostic soit stabilisé dès les premières inquiétudes. Ça permet aussi de structurer un parcours de soins à partir des professionnels de santé de première ligne qui repèrent des troubles, soutenus par les équipes de la plateforme. Et c'est de garantir une importante diminution du reste à charge des familles pour financer des bilans et des interventions qui vont être réalisées par des professionnels qui sont aujourd'hui non conventionnés par la CPAM, à savoir les psychologues, les psychomotriciens et les ergothérapeutes. Donc, les PCO, ça s'adresse à qui? Aux enfants de moins de 7 ans
qui sont domiciliés dans l'Hérault avec une suspicion de troubles du neurodéveloppement et qui n'auraient pas encore de notification MDPH adressée par des médecins de première ligne. Et donc, pourquoi? C'est pour faciliter leur parcours de diagnostic et d'intervention. Et comment? En finançant le parcours grâce à la mise en place du forfait précoce qui permettra de rembourser les bilans et les interventions en libéral. Donc, c'est avec qui? C'est à la fois avec les médecins de ville, les professionnels libéraux qui auront aussi contractualisé avec nous et les structures spécialisées de première et deuxième ligne du département. Donc, pour revenir un petit peu sur la mise en place de la PCO, donc en octobre 2020, donc, le CHU de Montpellier a été désigné avec le service de pédopsychiatrie structure porteuse de cette plateforme. Et en mai 2021, donc, il y a eu le recrutement du personnel. Et nous avons commencé les réunions avec les partenaires en même temps. Et puis, depuis juin, nous contractualisons avec les libéraux. Nous avons constitué une petite équipe que nous continuons à augmenter. Et puis, il y a une convention constitutive qui est en cours de signature entre l'équipe de la plateforme et les structures de deuxième ligne du département. Et donc, nous avons accueilli les premiers patients depuis le 1er septembre. Et donc, aujourd'hui, nous réalisons l'inauguration. Donc, l'équipe de la PCO, donc la responsable médicale, c'est le professeur Amaria Bagdali. Donc, nous sommes 2 coordinatrices à mi-temps avec ma collègue Céline Alcaraz. Le docteur Vincent Henry est notre pédopsychiatre référent. Nous aurons en décembre une adjointe des cadres, Madame Annie Bertrand, qui nous rejoindra à temps complet. Et nous avons une secrétaire médicale, Samira Lagaïla, à 20%, et un redéploiement aussi d'un cadre de santé avec Rémi Cronier. Donc voilà, une petite équipe de la structure porteuse. Et je vais passer la parole à ma collègue. Donc, comme vient de l'énoncer Florine, on est une petite équipe, la PCO, mais qui travaille avec d'autres structures spécialisées qui seront nos structures relais dans le département de l'Hérault, avec les pôles de pédopsychiatrie sur les différents sites de Montpellier, de Gignac, de Béziers, de Sète, et puis les différents CAMS et les CMPP. Et comme elle a également annoncé, nous sommes en train de rencontrer toutes ces équipes et à l'issue de ces rencontres, une convention constitutive sera signée de manière à définir les axes d'action des uns et des autres. Alors, comment adresser un patient à la PCO? Si vous êtes parent et que vous êtes inquiet du développement de votre enfant, vous mentionnez cette inquiétude à votre médecin. Ou si vous êtes médecin et que vous êtes inquiet du développement d'un enfant que vous suivez, vous pouvez adresser directement un patient à la PCO. Pour ce faire, vous avez le formulaire d'adressage qui est un formulaire national. Donc, c'est le formulaire avec la photo du petit garçon, disponible sur les différents liens et notamment sur notre site internet du CHU, mais également en accès direct. Alors, je passe juste la diapo d'après sur le site Via Trajectoire, qui est un outil qui permet de remplir directement ce recueil de données et de nous le transmettre à la PCO. Au-delà en plus de ce questionnaire, on va avoir besoin d'un questionnaire familial, qui est un questionnaire administratif, et de données complémentaires médicales que vous trouvez également à télécharger sur le site du CHU et de la PCO. Donc, c'est une fois que ces 3 documents ont été adressés à la PCO et réceptionnés qu'on va pouvoir étudier le dossier et valider ou non l'entrée de parcours dans la PCO. Si nous validons l'entrée de parcours, ça veut dire qu'on va définir des bilans et interventions, soit auprès de psychologues, d'ergothérapeutes ou de psychomotriciens, entre 3 et 6 mois après l'entrée de parcours. Donc, il y aura ce bilan. Et 6 mois plus tard, au plus tard, une synthèse médicale qui permettra de travailler autour de ce patient en synthèse médicale entre les intervenants libéraux, le médecin adresseur et au besoin la PCO selon les situations. À l'issue de ça, on définit le parcours de soins de l'enfant et on définit les interventions dont l'enfant va avoir besoin. Et au 1 an de cette prise en charge, il y a 3 possibilités. Soit l'enfant a rattrapé sa courbe développementale et n'a plus besoin d'avoir ces interventions et auquel cas on dit que c'est une sortie de parcours. Soit l'enfant a encore besoin de renouveler
l'accompagnement qui peut continuer comme ça en libéral durant une année, soit les difficultés de l'enfant restent importantes et auquel cas on accompagne la famille vers un dossier MDPH. Donc voilà, toutes ces possibilités, elles se discutent en équipe entre la PCO, les médecins adresseurs et les professionnels qui interviennent auprès de l'enfant. C'est vraiment s'imaginer une équipe autour de l'enfant. Et pour s'imaginer cette équipe, on a un outil qui est Spico, qui est un outil de coordination qui va permettre d'échanger de manière sécurisée toutes les données concernant le patient, d'y déposer les bilans quand on est praticien, et puis de définir des temps de réunion. Et évidemment, vous allez voir avec la présentation du docteur Henry que ces échanges ne seront pas que virtuels et qu'on va également proposer des échanges en direct. Donc, si vous êtes professionnel libéral, c'est-à-dire ergothérapeute, psychologue ou psychomotricien et que vous avez envie de rejoindre notre équipe, comme disait Florine, hein, c'est une petite équipe qui est en train de s'étayer avec les professionnels qui ont déjà contractualisé, vous pouvez nous envoyer un mail à la PCO. À l'issue de ça, nous vous proposerons, Florine ou moi-même, un entretien téléphonique. Et à l'issue de cet entretien téléphonique, si les deux parties sont d'accord, on pourra lancer une signature de contrat avec le CHU de Montpellier et la PCO. Voilà. Et pour que ça vous paraisse plus concret, je vais laisser la parole à M. Cronier. Alors, merci beaucoup. Merci à la fois pour la qualité de cette présentation et puis votre efficacité. Nous avons 5 minutes d'avance et donc je passe la parole à Rémi Cronier. Monsieur Rémi Cronier est cadre de santé de cette PCO et comme ça vous a été dit tout à l'heure, je tiens à souligner qu'il a accepté de prendre en charge cette activité en sus de ses activités habituelles. Il va donc nous décrire ce que nous avons appelé des histoires de parcours pour que ceux qui sont peu familiers des PCO puissent se représenter les parcours de soins possibles des enfants qui nous sont adressés. Je vous passe la parole et je coupe à nouveau mon micro. Merci professeur, bonjour à toutes et à tous. Ces histoires de parcours, je suis content de les présenter parce que c'est aussi ce qui caractérise notre profession d'infirmier, de soignant, de pouvoir mettre en scène des situations emblématiques afin que chacun puisse enrichir sa représentation. Donc notre première proposition, c'est un parcours en libéral exclusif d'un enfant de 4 ans suivi par un pédiatre de ville pour un décalage moteur isolé. Donc, le médecin adresseur est le pédiatre de ville et qui remplit la demande en ligne. Hein, voilà, en référence avec que les pilotes nous ont présenté précédemment. La démarche, c'est une validation d'entrée de parcours dans la PCO. C'est un parcours exclusivement libéral avec un bilan psychomoteur financé par le forfait précoce, donc avec une prise de rendez-vous par les parents auprès d'un psychomotricien en ville. Une synthèse médicale qui réunira le pédiatre et le psychomotricien dans un délai, j'ai été attentif à ce que les pilotes nous ont présenté, dans un délai de 3 à 6 mois. Le médecin adresseur est ici identifié comme le coordonnateur qui assurera le suivi. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Deuxième situation, il s'agit là d'un parcours mixte. C'est un enfant qui réside à 7, avec ses parents, bien sûr. Il est âgé de 5 ans. Il est adressé pour un retard global de développement. Le médecin adresseur est ici un médecin généraliste. Lui aussi, c'est toi. La démarche est une validation de parcours dans la PCO, bien sûr. C'est une étape indispensable dans l'ensemble de nos parcours. Le parcours, il est mixte. Ce sont des bilans qui sont réalisés auprès de professionnels en libéral et à proximité de la résidence de la famille, psychologue et psychomotricien. Donc, ces actes de soins sont financés par le forfait précoce et par la discussion avec le médecin traitant, il y a un adressage vers une structure spécialisée, relais partenaire sur le territoire de santé de Sète. La synthèse médicale réunira les médecins, le médecin de première ligne, le médecin traitant, et aussi possiblement celui de l'équipe relais, et possiblement les représentants de la plateforme et les professionnels libéraux.
Intervention libérale qui va durer donc de 12 à 24 mois et il y a donc une coordination du parcours par le médecin traitant avec l'appui d'un médecin de deuxième ligne. Merci. Donc, je redis que vous pouvez poser des questions sur le mode discussion. Il y en a quelques-unes. Cela me permet de vous informer que Madame Castanmas, qui représente l'ARS DT34, est arrivée. Je vous prie de m'excuser, Madame Castanmas, je n'avais pas vu que vous étiez arrivée. Donc, ce que je propose, c'est que vous preniez la parole au moment de la table ronde sur les parcours diagnostiques et d'intervention dans les TND, juste avant Madame Allozen. Pour l'instant, je propose de passer la parole à Vincent Henry, qui est le pédopsychiatre référent de la PCO et qui va nous parler de la formation et des réunions de concertation pluridisciplinaires comme des leviers à l'amélioration des pratiques dans les troubles neurodéveloppementaux. Merci à Maria. Bonjour à toutes et à tous. La question, une autre des missions de la PCO, c'est vraiment l'appui aux professionnels. Et donc, comme vous le voyez décrit là sur cette diapositive, ça va couvrir l'ensemble des professionnels, différents professionnels avec qui on va travailler. Donc, pour les médecins de première ligne, on leur proposera de participer aux réunions de synthèse qui viennent d'être décrites, c'est-à-dire eh bien, ils pourront participer avec les professionnels libéraux qui auront fait les bilans à la synthèse des résultats et à la question de l'annonce diagnostique. On leur proposera, sur la question de l'aide au repérage aussi, je le montrerai dans une diapo après, de la formation aussi à des outils qui vont leur permettre de mieux repérer les troubles, et puis la participation à des réunions de concertation pluriprofessionnelle. On proposera aussi des temps de réunion, des temps de discussion autour de cas cliniques d'enfants ayant un TND pour toutes nos équipes partenaires. Et puis pour les professionnels libéraux, des réunions trimestrielles aussi, avec là encore des cas cliniques, des échanges concrets, une actualisation des connaissances sur des thématiques, par exemple sur des techniques de prise en charge ou ce genre de choses. Alors, un petit parenthèse, c'est qu'il n'est pas mentionné ici les orthophonistes, alors que je pense que ces réunions, elles sont bien évidemment au centre de la prise en charge aussi des enfants, et donc on leur proposera aussi de participer à ce type de réunions. Elles ne sont pas mentionnées ici puisque elles ne sont pas au centre du forfait précoce et de la mise en place du dispositif de remboursement, mais elles font bien évidemment partie intégrante des équipes de prise en charge des enfants. Diapositive suivante. Alors, sur la question de la formation des médecins de première ligne, on a déjà une offre de formation assez conséquente proposée par l'équipe du SMPEA2 et aussi par le Centre de ressources autisme. Vous voyez ici la liste des DU que nous coordonnons. Et puis, il y a des webinaires et d'autres formations qui sont organisées par le Centre d'excellence et le Centre de ressources autisme. Ce qu'on va proposer en plus, ce sont des formations aux médecins de première ligne en visioconférence, centré vraiment sur les aspects pratico-pratiques, des outils de dépistage, sur les interventions. On a déjà eu l'occasion de faire certaines de ces réunions avant la mise en place de la PCO, puisqu'on avait eu un budget expérimental suite à un projet qui avait été déposé, et on avait un bon retour des médecins qui se connectaient entre midi et deux, et concrètement, comment est-ce que je code tel outil, comment est-ce que je fais devant tel enfant. Donc on proposera ce genre de choses, et puis des thématiques, des échanges aussi sur les thématiques autour des troubles du neurodéveloppement, sur la question du dossier MDPH par exemple, ou l'aide sociale à l'enfance. Diapositive suivante. Les réunions de concertation professionnelle seront mensuelles, là encore à l'intention des médecins de première ligne, pour donner un avis spécialisé au travers d'une concertation sur des cas complexes, des situations complexes d'enfants qui ont un TND, et là encore avec l'idée de partager un langage commun et de partager les bonnes pratiques d'accompagnement et de prise en charge, et donc de sensibiliser, de former aussi les médecins généralistes. Merci. Merci beaucoup. Merci de cette présentation qui permet d'éclairer sur l'offre de services, si j'ose dire, de la PCO. Donc, nous allons passer maintenant à la table ronde, qui est une table ronde virtuelle, bien entendu.
Nous n'allons plus utiliser de PowerPoint, mais nous allons écouter les témoignages de professionnels de l'Hérault, mais aussi de représentants d'associations concernées par les troubles du neurodéveloppement. Je propose, avant de donner la parole à Madame Anna Lausen, que je présenterai dans un petit moment, de donner la parole à Madame Castanmas, dont je disais tout à l'heure que je n'avais pas noté qu'elle était arrivée à l'heure. Je la prie de m'excuser. J'espère qu'elle est toujours connectée et qu'elle acceptera de dire quelques mots. Alors, peut-être qu'il faut activer son micro, parce que si elle est... Bien, donc nous ferons peut-être une place à l'intervention de Madame Castanmas dans un petit moment. Et puis, donc, je vais faire ce que j'avais promis. Je vais présenter le docteur Allozen, qui est directrice de la PMI 34. La PMI est une équipe essentielle dans le partenariat avec la plateforme de coordination et d'orientation, puisque ses missions concernent la prévention des troubles du développement, notamment chez l'enfant. Et cette mission liée à la prévention est partagée avec la PCO. Donc la PMI et tous ces acteurs sont bien entendu des partenaires majeurs de la PCO 34. Madame le docteur Allozen, je vous passe la parole et je vous laisse intervenir. Je vous remercie. Je vous remercie tout particulièrement de cette invitation et de cette confiance. Je souhaitais dire en introduction que c'est vraiment le cœur de métier de la PMI que d'être au plus près de la prévention et de la prévention très précoce, et que les objectifs de la PCO englobent totalement les nôtres. J'ai été tout à fait sensible à ce qu'a dit en introduction Madame d'Ambrecost. On a assisté, et les médecins et les puéricultrices ainsi que les infirmiers qui interviennent dans les écoles maternelles après le Covid oui, nous aussi, en petite section et en moyenne section, où nous intervenons très régulièrement dans l'ensemble des écoles, à des explosions de manifestations, de difficultés. Il est quelquefois trop tôt à cette période de l'année scolaire pour parler de difficultés de développement, mais en tout cas d'irrégularités, de difficultés qui sont soit du registre éducatif, soit d'un registre développemental, et nous avons fort à faire. Donc, c'est vrai que nous mobilisons une quarantaine de médecins de PMI dans l'Hérault au travers des consultations, au travers des bilans en école maternelle, avec des infirmiers et des puéricultrices. Et finalement, je vois notre place au niveau de la PMI dans plusieurs registres, plusieurs étages. Celui du repérage au travers de nos consultations, celui à l'école maternelle où nous faisons à la fois des bilans systématiques, mais en même temps des bilans ciblés sur interpellation, soit des familles, mais le plus généralement des enseignants. Et c'est là qu'on peut travailler sur ce repérage précoce, mais également en soutenant les enseignants qui sont souvent désarçonnés par des manifestations très hétérogènes des enfants. Et je pense que ce rôle-là, au niveau de la PMI dans les établissements scolaires, mais c'est aussi ce que font mes collègues de la santé scolaire, il est important. Et puis, ce que je tiens à dire, c'est que dans le parcours de soins des enfants, une fois que l'enfant est repéré, qu'il est pris en charge, bien effectivement, on a souvent affaire à des familles avec des doubles vulnérabilités, voire triples, de la précarité sociale, des difficultés d'insertion. Donc, c'est vrai que le rôle de la PMI aux côtés des services du département, c'est d'accompagner ces publics fragiles avec des vulnérabilités supplémentaires. Et on s'appuie pour cela beaucoup sur nos collègues du social, mais aussi sur les puéricultrices, pour éviter, quand on a réussi à insérer un enfant dans un parcours, à ce qu'il y ait une rupture dans ce parcours de soins si difficile à atteindre. Et je pense là particulièrement aux puéricultrices qui peuvent aller jusqu'au domicile des familles pour les remettre, les réinsérer dans ces filières de soins.
Et je pense qu'on a un rôle à jouer, voilà, autour des perdus de vue, des enfants qu'on arrive à prendre en charge dans ces réseaux, mais à soutenir pour que les familles ne s'épuisent pas dans ces prises en charge qui ne sont souvent que le début d'un parcours long et douloureux pour les familles. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup pour vos propos. Donc, je confirme également, comme vous venez de le faire, et comme Madame la première adjointe l'a évoqué tout à l'heure, cette augmentation massive des demandes, en tout cas, de soins et de prise en charge des problématiques de santé mentale au sens large. Et donc, cela dépasse la question des troubles neurodéveloppementaux. Néanmoins, on observe que ces difficultés sont particulièrement repérées chez les enfants les plus jeunes et que s'associe aujourd'hui dans notre activité en secteur hospitalier, j'allais dire en secteur public, de façon plus large, le constat d'une grande précarité. Il ne faut pas oublier que le département de l'Hérault, puisque la PCO intervient sur le territoire de l'Hérault, le département de l'Hérault est confronté à une population concernée par la pauvreté et la précarité. Et la pauvreté a des effets sur le développement. Et donc, l'action que nous devons mener en santé, si on se réfère à la définition de l'OMS, c'est une action qui est multidisciplinaire, multidimensionnelle. Elle concerne bien sûr les acteurs de la santé que nous sommes, les politiques, et la première adjointe s'est exprimée sur ce point quant à l'intérêt, la mobilisation de la ville de Montpellier, mais il y a aussi les autres villes sur le territoire de l'Hérault. Et puis le secteur social aussi, avec le Conseil général que d'une certaine manière, Madame Alauzin, vous incarnez, si ce n'est que, enfin, puisque vous n'êtes pas là pour le représenter, mais vous l'incarnez au travers de votre remarquable action au quotidien. Il y a aussi un autre point qui est important dans ce que vous avez évoqué avec Madame la première adjointe tout à l'heure, c'est la problématique de différencier chez les enfants les plus jeunes en particulier les problèmes comportementaux qui relèvent du registre éducatif. Et là, probablement qu'il y a une réflexion à avoir sur les modèles d'accompagnement des enfants et des parents, puisque ce registre éducatif n'incombe pas, si j'ose dire, en termes de prise en charge au secteur médical, au secteur de la santé, au secteur de l'hôpital, par exemple, ou de la ville, mais de désintriquer ces difficultés qui relèvent du registre éducatif de celles qui relèvent de problématiques de santé très spécifiques et notamment de pathologies neurodéveloppementales. Et donc, c'est là peut-être que les PCO peuvent être une pierre dans cet immense édifice que nous devons construire collectivement pour faciliter la coordination de parcours, mais ce n'est qu'un des éléments parmi les autres dispositifs qui existent et qui ont été financés, mis en œuvre par l'Agence régionale de santé. Je passe la parole, merci encore Madame le docteur Alauzin, je passe la parole à Madame le docteur Caroline Rouquette, qui est pédiatre en ville, pédiatre libérale, et qui a une expérience de plusieurs années dans le domaine de la coordination du parcours des enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux ou en tout cas qui sont à risque de l'être. Chère Caroline, je te passe la parole. Je te remercie, Maria. Donc, écoutez, merci aussi de m'avoir invitée. Je pense que moi, je fais partie des heureuses, des heureuses en tant que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, médecin libéral, médecin de ville. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est le bout d'un long tunnel, un tunnel compliqué. Alors, pour les familles, cela a été dit, pour les enfants aussi, mais aussi, nous aussi, les professionnels de santé libéraux, ce tunnel, ça représente un parcours diagnostique compliqué, très compliqué. Et puis aussi, au-delà du diagnostic, la difficulté de mettre en place et de mettre en route les prises en charge. Donc aujourd'hui, s'ouvre à nous la possibilité d'un parcours repéré. J'insiste bien sur les mots, repéré, simplifié, coordonné. Alors, coordonner cerise sur le gâteau par des équipes expertes, ça c'est quand même très important. Ça évite l'errance que l'on peut avoir au milieu de tous ces professionnels désignés, désignables. Des fois difficile pour nous de faire le tri. Je parle de ma place de médecin libéral.
Et puis, on l'a un peu dit là tout à l'heure, ce sont des parcours qui vont s'ouvrir à proximité du domicile des familles. Et ça, c'est important aussi parce que les intervenants, diagnostics ou prise en charge, sont des gens a priori à proximité, ce qui évite pour nous, puisque moi, je ne suis pas très loin de Montpellier, mais c'est devenu compliqué d'aller jusqu'à Montpellier. Et donc, on va pouvoir travailler avec des professionnels qui sont à proximité du domicile des familles. Ce qui est, Marianne, le fardeau et le poids à porter pour toutes ces familles dans ces consultations multiples. Voilà, donc pour tout ce qui est difficulté du parcours, il y a une intervention aussi financière, puisqu'on a dit, et je crois que vous avez parlé le forfait précoce. Alors, ce forfait précoce, c'est évidemment aussi le moyen pour tous d'arriver à du diagnostic, mais aussi à des prises en charge. Et je crois que quelque part, ça va améliorer l'accès aux soins des familles qui n'avaient pas les moyens financiers. Ça, c'est aussi l'avantage famille. Mais pour nous, les professionnels de santé, c'est un peu, bon, pas la fin, sûrement pas la fin, mais la réduction de cette masse de travail un peu irraisonné que nous avons en ce moment de remplir à tort et à travers des dossiers MDPH pour des situations qui n'en ont pas besoin. Il y a des situations qui en ont réellement besoin, mais d'autres pas du tout. Et souvent, c'est impulsé dans le souci d'aider financièrement ces familles. Alors, moi, je pense que c'est stigmatisant pour les enfants, pour les familles, et puis pour nous, les professionnels, mais c'est complètement épuisant. Voilà. Donc, la PCO, c'est une économie de plein de choses pour plein de personnes. De façon très égoïste, moi, je pense aux professionnels de santé libéraux qui vont aussi trouver là le moyen de communiquer et de travailler en pluridisciplinaire. On est un peu seul, nous, on travaille souvent tout seul, on n'a pas l'habitude de travailler en pluridisciplinarité. Et c'est peut-être le mode d'entrée dans une pluridisciplinarité, voire libérale, intéressante, tout en gardant quand même l'expertise du centre hospitalier, du CHU, que je remercie encore aujourd'hui d'avoir déployé avec autant d'énergie tout ça pour toutes nos familles, pour tous nos enfants. Voilà, alors après, je ne sais pas, ou c'est peut-être l'âge venant, je me dis que j'espère que ce bel outil que vous nous donnez, on va savoir le préserver, nous les libéraux, qu'il va falloir réfléchir à comment on ne va pas vous suradresser, vous embouteiller quelque part. Ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais peut-être ça le sera un jour. Donc, merci à vous tous et puis j'espère qu'on va tous travailler ensemble et de façon efficace. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir rappelé quelques mots-clés de la qualité du parcours des enfants concernés par les troubles neurodéveloppementaux. Tu as évoqué la question de la proximité. Et il est vrai, ton cabinet se trouve à Moguio, ce n'est pas très loin de Montpellier, mais pour une famille, tu as parlé de fardeau. En plus des autres accompagnements, ça peut être compliqué de venir consulter à Montpellier quand on habite à Moguio ou à Lunel ou ailleurs. Et puis, il y a aussi un autre mot-clé, alors tu ne l'as pas cité comme ça, mais tu l'as évoqué, c'est la notion de subsidiarité. C'est-à-dire que la plateforme, elle ne pourra fonctionner que si elle s'appuie sur des compétences et des dispositifs déjà en place. Donc, il ne s'agit pas pour la plateforme, et vous avez vu que l'équipe, même si c'est une belle équipe, est une petite équipe. Il ne s'agit donc pas de se substituer à tout le réseau d'acteurs, que ce soit en libéral, en première ligne, en deuxième ligne, les équipes spécialisées dont le métier est déjà de contribuer au repérage et au parcours d'intervention des enfants, mais il s'agit bien de faire ensemble. Et donc, c'est bien là qu'est l'enjeu pour les mois et les années à venir. Il est de construire ce que tu viens de qualifier de pluridisciplinarité entre la ville et l'hôpital, et ce qui implique probablement de définir la place de chacun et de se tenir à son engagement. Ensuite, concernant le forfait précoce, je crois que c'est un engagement républicain parce que pour moi, il repose sur un principe qui est celui de l'égalité. Et il est vrai que pour certaines familles, il est très difficile, malgré la conscience qu'elles ont des difficultés, de la gravité des difficultés de leur enfant, de débourser parce que la vie coûte cher, le budget pour aller voir en ville un psychomotricien ou un
psychologue. Et le forfait précoce permet de débloquer, si j'ose dire, sans attendre, cette enveloppe financière permettant un parcours précoce de diagnostic et d'intervention pour ces enfants, sans attendre qu'un dossier MDPH soit fait. Se poseront aussi les questions de l'articulation entre ce forfait et ensuite toutes les actions qui sont mises en place habituellement par la MDA, bien entendu. Merci encore, Caroline. Et je vais passer la parole à Madame Marion Murcia, qui est psychologue et neuropsychologue en libéral. Elle a pendant plusieurs années travaillé dans le service et donc elle a eu une activité très importante autour des troubles neurodéveloppementaux. Elle reste très impliquée aussi dans l'enseignement sur les troubles neurodéveloppementaux puisqu'elle enseigne à l'université, que ce soit Paul Valéry ou à l'université de Montpellier. Puis elle est aujourd'hui installée en ville. Son cabinet se trouve à Juvignac et elle fait partie de notre comité de pilotage de la PCO. Donc, je te passe la parole, Marion. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Vraiment, c'est un grand plaisir d'être avec vous et je suis touchée par la confiance qui m'est accordée. Donc, c'est vraiment très, très, très bien. Alors, moi, je suis très enthousiaste à l'idée de participer aux soins et au projet de PCO pour plusieurs raisons. La première raison, c'est vraiment pour les familles et pour les enfants qui s'inscrivent dans une trajectoire neurodéveloppementale troublée, avec cette possibilité de soins précoces, à la fois dans le dépistage, dans la participation au diagnostic, par des bilans et aussi par cet aspect de prise en charge qui souvent est limité dans le temps avant que la MDPH n'ait notifié quelque chose. Donc, pour cette raison-là, c'est vraiment un projet qui est en train de qui est vraiment intéressant. Il y a l'aspect aussi déontologique, c'est-à-dire que moi, dans ma pratique, j'ai souvent des questionnements par rapport au financement des soins. Et donc, l'idée que ce forfait précoce permette à des familles d'accéder à des soins coûteux, c'est quelque chose d'important pour moi sur le plan déontologique et je pense pour l'ensemble des professionnels libéraux. Et puis, on sait que dans cette période de vulnérabilité qui est en âge maternel et même avant, la question de la pluridisciplinarité des soins est majeure. Ces enfants ont besoin de plusieurs professionnels qui vont être coordonnés par la PCO. Et ce partenariat, on en parle depuis longtemps, ville-hôpital, mais aussi élargi aujourd'hui avec des partenaires médico-sociaux et des associations de familles. Et je crois qu'on est en train de réaliser un idéal dans la prise en charge de ces jeunes enfants et aussi de leurs familles, puisque dans cette période-là précoce, on sait que l'accompagnement, la guidance parentale, la psychoéducation va être importante pour ces parents et la famille. Je suis également enthousiaste pour les professionnels libéraux, puisque j'ai cette casquette-là aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs choses. À mon sens, il y a le fait que les soins en libéral auprès des ergos, des psychomotes, des psychologues nécessitent d'être plus lisibles, plus clairs. Et je crois que la PCO peut permettre cette meilleure lisibilité de l'offre de soins qui existe en libéral. Par ailleurs, Caroline Rouquette le disait bien tout à l'heure, on a parfois l'impression d'être isolé, un petit peu abandonné en libéral. Et en fait, l'idée d'être en pluridisciplinarité, le fait d'avoir des réunions
régulière va nous permettre une meilleure coordination et d'avoir des ressources en tant que professionnels pour accompagner au mieux ces familles. On a encore aujourd'hui trop de situations de jeunes enfants qui n'ont pas vraiment d'équipe de coordination ou de médecins coordinateurs. Et ça complique les soins, ça complique la prise en charge en libéral. Et j'ai espoir dans cette réduction de l'isolement et la meilleure interdisciplinarité pour l'accompagnement de ces enfants. Et puis enfin, je crois qu'en libéral, comme dans les autres initiatives professionnelles, on se doit de mettre à jour nos connaissances, de les actualiser et quelque part, l'accès aux réunions, aux intervisions de la PCO va nous permettre de nous interroger sur nos pratiques et de probablement les enrichir, les améliorer à long terme. Donc, vraiment, je vous remercie. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Marion, merci. Et je reprendrai ce que tu viens de dire sur l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, tu as raison, c'est beaucoup plus que l'addition de X prises en charge effectuées par des professionnels différents. Et le maître mot, si j'ose dire, de l'interdisciplinarité, c'est la coordination du parcours. Car malheureusement, nous voyons dans nos services hospitaliers arriver des enfants qui ont reçu des interventions nombreuses, parfois très intéressantes, mais malheureusement, assez régulièrement, très mal coordonnées, à tel point que pour les parents, cela ne fait pas sens, que pour les enfants, cela ne fait pas sens, et que l'efficacité des prises en charge est diminuée. Et puis, autre point que je voudrais commenter concernant ton intervention, le forfait précoce, c'est une avancée. Je parlais tout à l'heure d'avancée républicaine, puisqu'on respecte un principe d'égalité dans l'accès aux soins. Donc, ce forfait précoce, il doit financer des soins, mais il est très important que ces soins, qu'on puisse en garantir la qualité. Et donc, c'est pour cette raison que les réunions de concertation pluriprofessionnelles sont proposées, mais aussi les actions de formation. Et donc, nous amènerons, j'allais dire, si j'ose dire, dans la corbeille de la mariée, notre activité académique pour garantir l'amélioration de la formation pour le plus grand nombre et ceux qui le souhaitent. Et on a évoqué tout à l'heure, le docteur Henry a évoqué la mise en place récente d'un DU en e-learning dans le cadre de l'université de Montpellier, l'UFR de médecine, en lien avec le Centre d'excellence sur l'autisme et les troubles neurodéveloppementaux. Ce DU rencontre un franc succès et il a été vraiment pensé par l'ensemble de nos équipes, très en amont de la mise en place des PCO pour favoriser son accès à nos partenaires. Voilà, merci encore Marion. Et donc, Madame Chebaki va intervenir maintenant. Elle est la présidente de l'association Dyspraxique mais Fantastique 34. Elle est également membre du comité éducationnel du Centre d'excellence sur l'autisme et les troubles neurodéveloppementaux. Et je tiens à dire qu'elle a toujours été un partenaire très investi et très courageux dans toutes les actions qu'on a pu mener autour des troubles neurodéveloppementaux, de la formation et de l'information. Et elle a accepté le challenge aussi de s'associer au DU en e-learning. Madame Chebaki, je vous passe la parole. Merci, professeur. Merci de cette invitation. Je suis heureuse depuis le début d'entendre tous ces commentaires concernant les enfants porteurs du trouble du neurodéveloppement. Je peux vous dire que j'ai adhéré à l'association DMF 34, donc Dyspraxique et Fantastique, en 2011. Donc, ça fait 10 ans. Là, je viens de me rendre compte que ça fait 10 ans déjà. Et que c'est autour d'une table avec plusieurs parents où on se concertait et on racontait nos histoires de parcours de combattants qui a été souligné par la première adjointe du maire de Montpellier, Madame Dombre. Et c'est vraiment un vrai parcours du combattant. Et on listait les priorités, ce qui serait dans l'idéal pour les familles et les enfants. Et dans l'idéal pour les familles et les enfants et les associations, eh bien, c'est justement une plateforme de coordination et d'orientation. Et aujourd'hui, professeur Bagdadli, avec votre équipe, vous le réalisez. Donc moi, je l'avais déjà souligné, je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel qui va permettre aux familles de
de ne plus errer de spécialiste en spécialiste, d'être bien prise en charge. Et on sait que plus tôt ces enfants sont pris en charge, et mieux sera leur... comment dire, je suis désolée, j'entends du bruit à côté de moi, donc c'est vrai que ça me perturbe. J'espère que vous ne l'entendez pas. Donc pour eux, ça sera aussi un gain de temps et une réussite dans leur parcours scolaire et plus tard leur parcours professionnel. Pour nous, les associations aussi, ça va nous permettre, comme vous le disiez très bien, le docteur Rouquette, nous, en tant que représentants d'associations, ben, ça va nous permettre aussi de souffler et de ne pas orienter les familles au même endroit par les professionnels qui sont aussi très vite saturés aussi de demandes. Ça permet aussi de rassurer les familles et d'être pour les enfants entre de personnes formées aux troubles du neurodéveloppement, ce qui n'était pas encore, ce qui n'est pas encore le cas pour encore aujourd'hui. Mais vraiment, moi, je suis très optimiste et très très contente qu'on puisse enfin voir que les choses, elles évoluent de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de professionnels troubles du développement pour les enfants. Alors moi, ce qui me manque un petit peu dans cette plateforme de coordination et d'orientation, mais peut-être que c'est déjà mis en place, je ne sais plus, c'est qu'il faudrait vraiment aussi faire le lien avec l'éducation nationale, donc les écoles. Ce sont des enfants qui sont très jeunes, qui sont entre la maternelle et le CP, et il faut absolument que les enseignants et les professionnels de l'éducation nationale soient impliqués dans cette coordination, puissent avoir de manière qui soit au plus près des professionnels de santé, parce que voilà, il faut vraiment qu'il y ait une réelle coordination, autant pour les professionnels de santé que pour l'éducation nationale, en tout cas pour le bien-être des enfants. Donc c'est aussi le forfait précocité va permettre effectivement de lever un frein pour les familles, parce que ça, on sait que les frais engendrés pour tout ce qui est soins paramédicaux est un réel frein pour les familles, hein. Donc vous avez des familles qui ont cette possibilité de pouvoir casser leur tirelire, mais beaucoup d'entre elles, malheureusement, ne peuvent pas se le permettre et donc préfèrent attendre de monter par exemple un dossier auprès de la MDA qui peut prendre du temps parce qu'il faut joindre plusieurs bilans. Donc, pour moi, la PCO répond complètement à une réelle demande pour ces enfants qui sont porteurs du TND. J'espère que vous m'avez entendu. On vous a entendu, Madame Chebaki, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y avait de temps en temps des petits problèmes de captation audio, mais le message est passé. Merci à vous en tant que responsable associatif de la confiance que vous accordez à la PCO. Je voudrais quand même, avec un grand sens des responsabilités, amener quelques nuances dans la mesure où le projet de PCO et le montage technique de la PCO est effectivement une excellente idée. Il faut toutefois avoir en tête que notre bassin populationnel est important et que peut-être dans l'avenir, il faudra revoir le budget disponible pour cette PCO pour qu'elle puisse répondre pleinement à tous les besoins des enfants en fonction d'une première évaluation, puisque quand on regarde le financement de cette PCO 34, alors que nous avons dans l'Hérault 1 200 000 habitants environ, le budget est inférieur à celui qui a été obtenu, par exemple, pour la PCO de la seule agglomération lyonnaise où il y a
pas tout à fait 900 000 habitants. Donc, il y a une première question autour du budget pour pouvoir fonctionner, répondre à toutes ces attentes dont chacun de vous a pu dire qu'elles sont très importantes. Il y a aussi la nécessité de pouvoir motiver les intervenants de la ville pour qu'ils puissent collaborer dans le cadre des contrats, puisque ce sont des contrats particuliers fixés par le niveau national et avec un paiement qui est assuré par le CHU de Montpellier. Donc, il faut que les libéraux soient d'accord pour être nos partenaires, pour recevoir nos patients, parce qu'aujourd'hui, il y a eu d'ailleurs une question qui a été posée par les panélistes. Il y a un certain nombre d'actes qui sont aujourd'hui pris en charge par l'assurance maladie et qui ne l'étaient pas indirectement. Je pense aux interventions des psychologues. Et les psychologues, par exemple, vont être très sollicités par les PCO, mais pas seulement. Donc, il va falloir qu'on trouve nos marques, si j'ose dire, en termes de durée du partenariat avec les libéraux. Et puis, il y a aussi la question des situations complexes. Il y a des enfants dont la coordination de parcours ne pourra pas se faire, comme ça a été dit tout à l'heure par M. Cronier, exclusivement en libéral. Et donc, la coordination devra, dans une logique, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, de proximité et de subsidiarité, la coordination devra basculer dans les équipes spécialisées de proximité des différents territoires. Et nous, dans notre approche de la PCO 34, nous avons une approche par bassin géodémographique avec le bassin de Montpellier, le bassin de Lunel, celui de Gignac et des Hauts-Cantons de l'Hérault, celui de Béziers et celui de Sète. Et tous ces bassins, tous ces territoires sont pourvus de dispositifs de deuxième ligne dont la mission est déjà de prendre en charge des enfants avec des difficultés qui relèvent d'une prise en charge également par la PCO. Et donc, l'enjeu des mois à venir, ça va être celui, au-delà de la pluridisciplinarité, celui des partenariats efficaces, de la cohésion et de la possibilité de se parler, d'avoir un langage commun, et tout ça au bénéfice des familles et des enfants dont le parcours doit être, comme vous le disiez tout à l'heure, Madame Chebaki, plus fluide, puisque vous avez évoqué le terme de parcours du combattant. Il est vrai que dans la bouche de beaucoup de parents, il y a ce terme c'est pour nous un parcours du combattant que d'accéder à un diagnostic et à une prise en charge de qualité. Donc, je ne veux pas casser l'ambiance, mais je veux dire que si le projet est effectivement très intéressant, nous allons être confrontés, nous, l'équipe de la PCO, mais aussi avec nos partenaires, à un certain nombre d'obstacles. Mais ce qui est important, c'est que quand on a de bonnes motivations et quand on travaille en équipe, en général, on arrive à trouver des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y avait pas de problème. Voilà. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. Je regarde sur le mode discussion. Il y a donc eu un petit message de Madame Castonmas qui est vraiment désolée, qui n'a pas pu accéder à son micro. C'est moi qui lui présente toutes nos excuses. Elle a eu une difficulté technique de micro et elle voulait s'exprimer comme ça a été prévu au nom de l'Agence régionale de santé pour saluer le travail de l'équipe de la plateforme sur les TND et d'avoir mobilisé tout son savoir-faire pour donner corps à cette plateforme. Voilà, je remercie Madame Masse pour ces quelques mots et de toute façon, nous sommes bien entendu en lien régulier et de confiance avec l'Agence régionale de santé, à qui d'ailleurs nous devons déjà rendre des comptes puisque les rapports d'activité de la PCO sont déjà transmis à l'Agence régionale de santé et bien entendu au niveau national. Alors, il y a une question qui est posée par une collègue qui s'appelle Caroline Gueff, qui dit « Bonjour, si j'ai bien compris, pour les ergothérapeutes et les psychomotriciennes, il ne pourra pas y avoir de suivi chez les deux professionnels, mais uniquement chez un des deux. » Et donc, elle demande, Madame Gueff, qui va décider si l'enfant doit être bilanté et suivi chez l'ergothérapeute ou le psychomotricien. Je laisse Céline Alcaraz et Florine de la Piazza, qui sont les pilotes de plateforme, vous répondre, Madame Gueff, et merci de votre question. Alors, il est possible, en fonction des situations, de proposer les deux forfaits.
Et c'est tout l'enjeu de nos réunions. Donc, on a défini des réunions trimestrielles avec chacun des professionnels, ergothérapeutes et psychomotriciens, pour bien comprendre le travail que les uns et les autres font et les articulations qu'on peut avoir ensemble. Donc, il n'y a pas une incompatibilité pour les deux forfaits, mais après, c'est à nous à définir. Et c'est aussi pour ça que nous avons tous ces entretiens individuels avec vous au moment de la contractualisation, pour définir ce que vous êtes en capacité de faire, quel public vous souhaitez recueillir, accueillir, et votre manière de travailler. Hein, en sachant que nombreux ergothérapeutes nous ont dit la possibilité de pouvoir aller au domicile. Donc ça aussi, ça fait partie de certains critères que nous recueillons. Merci de cette réponse. Il y a aussi un commentaire de Madame Brigitte Compas, qui est directrice des parcours enfants et socio-professionnels et qui représente la MDA et la MDPH de l'Hérault. Elle a pu suivre le webinaire sans pouvoir activer également son micro, et elle salue le travail engagé, et elle indique qu'elle facilitera le partenariat avec la plateforme pour fluidifier le parcours des enfants. Merci beaucoup Madame Compas. Il y a également une question qui a été posée par Nadège Chaussat à tous les panélistes. Elle est musicothérapeute clinicienne et elle explique que dans le cadre du contexte sanitaire, elle a proposé un partenariat avec la mairie de Frontignan pour intervenir au sein de l'éducation nationale en vue de proposer un accompagnement pluridisciplinaire auprès de jeunes enfants. Donc, elle explique qu'elle aimerait échanger au sujet des problématiques évoquées, et elle demande si on est sensible à l'intégration de la musicothérapie comme suivi dans notre programme. Alors, je laisserai mes collègues Céline Alcaraz et Florine de la Piazza lui répondre, mais peut-être juste, mais elle avait posé la question avant leur présentation, que dans le forfait d'intervention précoce, les seules interventions financées d'une certaine manière par l'assurance maladie sont celles des psychologues pour les bilans ou plus récemment pour les actions de psychothérapie ou de guidance interactive des parents, des psychomotriciens pour les bilans et la rééducation, ou des ergothérapeutes pour les bilans et la rééducation. Ce point a été fixé non pas par le CHU de Montpellier, non pas par le Centre d'excellence sur l'autisme et les troubles neurodéveloppementaux, mais par le niveau national, qui est très piloté par la délégation interministérielle sur l'autisme et les troubles neurodéveloppementaux, qui ont vraiment porté ce projet de PCO en la personne de Madame Compagnon, mais aussi Delphine Corlet, qui a beaucoup œuvré pour que les PCO existent. Céline Alcaraz, Florine de la Piazza, est-ce que vous avez une réponse complémentaire à apporter à Madame Chaussat? Oui, tout à fait. On allait répondre effectivement que pour l'instant, les contrats sont vraiment des contrats qui sont nationaux avec les psychologues, les ergothérapeutes et les psychomotriciens, et que dans les contrats, il y a aussi des demandes en lien avec les troubles du neurodéveloppement, des recommandations qui sont faites pour à la fois les bilans et pour les interventions auprès de ces familles, et qu'on suit le cadre national, quoi. Très bien. Une autre question est posée par Madame ou Monsieur Majd, qui dit: bonjour, psychométricienne en libéral, l'orientation, donc c'est une dame, vers la PCO ne peut se faire que par le médecin traitant, point d'interrogation. Si je fais un bilan d'un enfant et que je détecte des difficultés nécessitant un suivi, est-ce que je peux orienter directement vers la PCO ou non? Ou bien, si j'ai une demande de bilan, mais que d'office, les parents me disent qu'ils ne peuvent pas financer, que dois-je faire? Alors, qu'est-ce que vous lui répondriez, mesdames Alcaraz et de la Piazza? Effectivement, du coup, pour faire une demande, il faut que ça passe par le médecin traitant. Donc, c'est possible, effectivement, que vous receviez directement en tant que praticien libéral une demande d'une famille. On vous conseille de la rediriger dans un premier temps vers son médecin traitant pour qu'au cours du parcours, en fait, son médecin traitant puisse rester coordonnateur et voilà, qu'on ait un interlocuteur médical dans le parcours de chaque enfant. Mais voilà, il faut passer par le médecin traitant, et puis ensuite, voilà, si la personne est contractualisée avec nous, on peut directement réadresser pour les bilans et les interventions aux professionnels en libéral. Merci. Une autre question.
qui est posée par le docteur Lise Barthélémy, qui est pédopsychiatre à Montpellier, qui évoque le fait que l'adressage vers la PCO s'effectue via le médecin traitant. Donc, je rappelle que quand on parle de médecin traitant, cela peut être en ville le médecin généraliste, le médecin pédiatre, le médecin de PMI, mais cela peut être dans la contractualisation de la PCO, ça peut être également le médecin scolaire, ce qui permet aussi de répondre aux préoccupations énoncées tout à l'heure par Madame Chebaki sur la nécessité d'un lien entre l'école et la PCO. Donc, est-ce que vous pouvez, encore une fois, Florine ou bien Vincent Henry, répondre à Lise Barthélémy sur la question de l'adressage par un pédopsychiatre de ville. Elle demande si un pédopsychiatre de ville peut également participer à ce dispositif. Vincent, on te laisse répondre. Oui, je peux. L'idée, c'est que vraiment, en tout cas, l'entrée dans le dispositif, le déclenchement du forfait et des bilans, c'est vraiment, encore une fois, orienté sur la question des médecins de ville, des médecins de première ligne. Après, je pense que sur la question de la formation, de l'accompagnement, de l'animation du réseau, et notamment sur la question de la participation, par exemple, aux réunions de concertation pluriprofessionnelle, on proposera aux médecins pédopsychiatres en libéral de participer dans ce cadre-là aussi. Si les pédopsychiatres en libéral ont des enfants en suivi, en coordination, on pourra avoir cette action d'avoir un appui technique ou de discuter dans le cadre de ces réunions de concertation de situations complexes. C'est quelque chose qui pourra se faire. Merci. Alors, il y a également Madame Françoise Roussel de Montpellier qui à la fois remercie pour cette présentation et indique qu'elle représente les crèches municipales et que les crèches municipales rencontrent également de nombreuses difficultés dans l'orientation des enfants et des familles. Et elle soulève la question de l'âge minimum pour orienter les enfants vers la PCO. Est-ce que Florine ou Céline, vous pouvez lui répondre, s'il vous plaît? Alors, c'est tous les enfants de moins de 7 ans, à savoir que si c'est un enfant qui est né très prématurément, on est très en lien avec le RPO. Donc, il faut voir en fonction de l'âge de l'enfant, quel est aussi son parcours prénatal et précoce, hein, si l'enfant est déjà engagé dans un accompagnement, mais on n'a pas d'âge inférieur. Les critères, c'est une déviance au développement qui pourrait faire suspecter un trouble du neurodéveloppement. Et je me permets de compléter à l'attention de Madame Françoise Roussel que nous sommes à votre disposition pour réfléchir avec l'ensemble des équipes des crèches municipales à un temps d'échange et de rencontre pour peut-être d'abord en petit comité, puis en comité plus large pour définir des stratégies de collaboration qui peuvent aussi passer par une information spécifique, ciblée sur la PCO, et puis sur un temps de sensibilisation sur comment on oriente un enfant, comment on repère et on oriente un enfant avec des troubles développementaux. Peut-être que je peux passer en cela la parole au docteur Henry. Vincent, est-ce que tu peux prendre la parole par rapport à cette perspective-là? Oui, tout à fait. Et ça me fait rebondir aussi sur ce qu'on avait pu proposer. Alors, dans le cadre du CEAND, hein, il y a eu une action de formation qui a été faite auprès de tous les enseignants de maternelle de l'Hérault, coordonnée aussi avec M. Cazenave, sur cette question-là, la question à la fois du repérage, de quels sont les signes qui me font suspecter ou me font craindre une particularité développementale, et puis concrètement sur qu'est-ce qu'on peut appliquer dans le cadre de l'école maternelle pour aider les enfants. Donc c'est à mon avis quelque chose qui serait effectivement essentiel à réaliser aussi pour les personnels de crèche. Donc, on est à votre disposition. Vous pouvez écrire à la PCO 34. Vous allez voir dans un moment, je mettrai l'adresse, les liens pour nous contacter. On peut envisager une action, voilà, tout à fait. Donc, vous avez le site internet de la PCO. Il y a les documents nécessaires à l'adressage des enfants par un médecin. Donc, dans cette perspective que le parcours soit coordonné, il y a aussi l'adresse mail pour contacter la PCO.
Alors ensuite, il y a une autre question qui est posée par Sophie, dont je n'ai pas vu tout le nom. Je vous prie de m'excuser de vous appeler par votre prénom, qui dit qu'elle est éducatrice spécialisée au CCAS de Sète sur le dispositif d'accompagnement des enfants en situation de handicap et ou à besoins spécifiques. Elle coordonne en lien avec un médecin la mise en place d'un projet d'accueil au sein des crèches, puis le lien avec le scolaire et le périscolaire. Et elle dit, nous sommes en première ligne dans ce repérage précoce. Comment pourrions-nous travailler avec votre dispositif? Donc, je vais passer la parole à Céline et Florine qui vont peut-être vous réexpliquer les contacts, parce que nous, notre souhait, c'est que ce ne soient pas des contacts virtuels et nous avons à cœur depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, d'aller sur le terrain, rencontrer les acteurs des territoires autour des 5 bassins dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, Céline et Florine sont allées rencontrer les équipes de Sète et elles vont continuer à le faire. Donc, je leur passe la parole pour qu'elles puissent vous dire comment une collaboration peut exister. Céline ou Florine? Oui, je vais prendre. Donc, on peut faire comme nous avons déjà commencé à le faire avec les différentes équipes, hein, convenir d'un rendez-vous, alors qu'il serait en visio ou en présentiel si vous le souhaitez, pour justement discuter des collaborations sur le territoire. Donc, c'est le territoire de Sète, c'est ça? Si j'ai bien le bassin. Oui, c'est bien ça. Voilà. Oui. Oui. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez nous envoyer un mail, comme ça nous avons vos coordonnées, puis on définit ensemble un rendez-vous, peut-être déjà dans un premier temps téléphonique pour qu'on puisse rediscuter de la PCO, et puis après on peut également se rencontrer. Merci. Et puis, je tiens à dire que le docteur Marie-Isabelle Gros, qui est le médecin responsable de la pédopsychiatrie des hôpitaux Bassin Thau à Sète, rappelle, après discussion avec les pilotes de plateforme, Céline Alcaraz et de la Piazza, que dans le secteur du Bassin de Thau, il existe une permanence d'accueil sans attente et qu'il a été convenu que l'équipe des hôpitaux de Sète, de pédopsychiatrie, soit amenée à faire des adressages à la PCO. Je te laisse reprendre peut-être, Céline, peut-être que tu peux compléter. Je tiens à remercier d'ailleurs les collègues à Sète, à Béziers aussi, qui sont très force de proposition et qui ont bien compris la logique, l'approche territoriale que nous voulons mettre en œuvre. Il n'est pas question que tout se passe au CHU de Montpellier. Nous avons vraiment besoin de partenariats forts avec les acteurs dans les territoires de l'Hérault. Et donc, je tiens à saluer l'excellent accueil qui nous a été réservé dans les territoires de Sète notamment et de Béziers. Je te passe la parole, Céline. Oui, tout à fait. Donc, lorsqu'on évoquait tout à l'heure les différentes rencontres avec les partenaires, l'idée, c'est à la fois à nouveau de présenter le fonctionnement de la PCO, mais c'est surtout aussi de comprendre comment les territoires fonctionnent et comment chaque institution fonctionne. Et ce n'est pas de désorganiser une organisation qui fonctionne déjà, mais vraiment de travailler en collaboration les uns avec les autres. Donc, à l'issue du rendez-vous avec l'équipe du docteur Gros, on a convenu que les patients continueraient à être accueillis comme ils le sont habituellement et que si besoin, il pourrait y avoir des orientations vers la PCO. Et à la fois, nous également, nous pouvons orienter les patients pour lesquels il y aurait besoin d'une coordination de seconde ligne via cette équipe. Donc, c'est vraiment comprendre comment chaque territoire fonctionne pour ne pas désorganiser quelque chose qui est déjà en marche et où tout le monde est repéré, mais vraiment de collaborer les uns avec les autres. Très bien. Une dernière question, et puis ce sera le moment de se quitter, en tout cas d'arrêter ce webinaire. C'est M. Quentin Hoé qui indique qu'il est ergothérapeute en libéral et il souhaite connaître les objectifs mis en place pour informer les écoles sur ce plan d'action de la PCO. Donc peut-être que Vincent, tu peux reprendre les éléments concernant non pas les écoles individuellement, mais le travail avec l'éducation nationale. Je vois que M. Rémi Cazenave était présent et je le salue. Et il a indiqué par sa participation que l'éducation nationale s'associait à cette dynamique. Vincent, je te laisse répondre à cette dernière question. Et puis après, très rapidement, sans rentrer dans les détails, le plan d'accompagnement et de formation qu'on avait proposé, il y avait, on va dire, trois parties distinctes. Un quiz, un QCM, donc
pour avoir un petit peu un état des lieux, des connaissances et des besoins des enseignants. Une conférence en ligne donc a groupé plus de 800 participants, à laquelle donc, on proposait eh bien, des éléments de réponse aussi en rapport avec ce qui avait été retrouvé sur le quiz. Et puis un troisième temps, on va dire, pour transformer l'essai, entre guillemets, c'est-à-dire un temps avec les conseillers pédagogiques dans le cadre au sein des écoles. L'idée, c'est de dire, ben, voilà ce que vous avez vu, ce qu'on a repéré concrètement, comment est-ce que je fais dans ma classe pour le mettre en place. Et je trouve que c'est en ayant travaillé ça avec M. Cazenave et M. Dutreuil, c'était un projet qui semblait intéressant et correspondre aux attentes des enseignants. Très bien, merci de ta réponse. Merci à tous les intervenants, merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire sur ce temps qui peut habituellement aussi être consacré au fait de déjeuner. Merci à Monsieur le directeur général, merci à Madame la première adjointe au maire, merci beaucoup à Madame Castan-Mas et encore une fois, désolée qu'elle n'ait pas pu se connecter pour ces histoires de micro. Merci à tous nos intervenants et puis merci à vous qui avez été plus d'une centaine à nous suivre. Je crois que vous étiez 110 au pic tout à l'heure. Donc, nous vous informons qu'il est possible que ce webinaire soit retransmis sous réserve de l'accord de la totalité des participants. Donc, vous en serez informés sur le site du Centre d'excellence sur l'autisme et des troubles neurodéveloppementaux avec qui nous avons collaboré pour mettre en place ce webinaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous.